Bonjour à tous et bienvenue dans cette table ronde avec les startups du pavillon BPI France de ProDurable, une très belle sélection de startups sur le pavillon BPI France. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 20 ans, ce qui faisait rêver les jeunes diplômés dans les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs, c'était d'aller dans les grandes entreprises ou de faire du conseil. Il y a 10 ans, c'était les startups du digital. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui fait rêver la jeune génération? C'est justement les startups à impact. Et je rappelle en plus qu'en France, on a le Next 40 et le French Tech 120 qui comprennent plus de 10% de startups à impact. On a vraiment quelque chose de très intéressant. Si la France a un peu raté la révolution numérique, la révolution durable, par contre, on a vraiment des acteurs intéressants. Et on a justement des très bons représentants de cette scène de l'impact en France. C'est comme ça qu'on appelle ça, hein, l'impact positif pour l'environnement. Sur cette première table ronde sur le thème des matériaux, la ville durable et les matériaux. Et il y a un premier point qu'on va aborder, c'est qu'il y a un truc intéressant dans le matériau, c'est qu'on peut soit innover en remplaçant tout simplement les matériaux existants, les anciens matériaux, par des matériaux innovants, qui ont moins d'impact. Et ça, c'est une première étape. Mais il y a une étape aussi supplémentaire qui est sur l'usage, et notamment l'éco-conception, quand on a pensé toute la transformation de la ville avec ou à partir des matériaux. Et vous allez illustrer justement ce concept qui se base plus sur l'usage. Justement, Cyr, c'est exactement le concept de Greenfib. Vous partez de l'usage avant tout. Bonjour. Bonjour tout le monde. Greenfib, ouais, en fait, on dit souvent Greenfib, c'est la matière et la manière. Comme c'est une matière qui est 100% biosourcée, sans concurrence avec l'alimentation et durable, c'est une matière qui est très cohérente. Alors je le dis, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un copain de collège. Et du coup, comme la matière elle est très cohérente, ce serait vraiment dommage de la développer comme une entreprise d'hier. Autant essayer de faire une entreprise très cohérente par rapport à demain. Et du coup, on dit souvent biodégradable. Entre biodégradable et biodégradé, la différence, c'est le niveau d'engagement pour la transformation de la promesse en réalité. C'est pareil au niveau du recyclage dans le durable. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on ait une matière durable, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'elle soit réellement durable dans nos usages, dans nos comportements, dans nos utilisations des objets du quotidien qu'on peut faire en Greenfib. Puisque Greenfib remplace le plastique pour vos stylos, pour mes lunettes. Tes lunettes, là, c'est du Greenfib alors? Mes lunettes sont en Greenfib. Voilà. Et vous avez déjà commencé à commercialiser avec des... Voilà. Le lancement presse hier. Donc j'ai sauté de ProDurable au magasin Écoutez Voir toute la journée. Et c'était très chouette, une belle énergie. Et donc voilà, donc nous c'est ça qui nous intéresse. Et la singularité après, donc c'est sans concurrence avec l'alimentation par rapport à d'autres matières, sachant qu'il y a de la place pour tout le monde vu tout ce qu'il y a comme plastique à remplacer. Alors, sans concurrence parce que il y a du végétal, c'est ça? Sans concurrence avec l'alimentation parce qu'elle est composée de bois ou de roseaux, donc ce c'est pas des choses qu'on mange vraiment, de talc ou de coquilles d'huîtres, donc même chose, et d'huile de ricin. Et le ricin, ça ne se mange pas et ça pousse sur des terres semi-arides, très, très cohérentes avec le climat de la mousson. Donc, du coup, terre semi-aride, non vivrière, ça ne se mange pas. Donc, on est éthiquement confortable par rapport à ça et ça nous permet du coup d'être confort et en même temps d'être exigeant vis-à-vis de nous-mêmes sur ce qu'on en fait derrière, quoi. Super, merci beaucoup, Cyr. Et alors, toi, Étienne, Brick Technique Concept. On est aussi sur une éco. Enfin, tu m'avais parlé de créateur de murs en terre crue. Explique-nous un peu ce qui se cache derrière. Bien, bonjour à tous. Donc, Brick Technique Concept, effectivement, on est créateur de murs en terre crue. Donc, on part d'un concept finalement très ancien sur lequel il n'y a pas eu d'innovation. Construire en terre, ça a toujours été dans les prérogatives de l'être humain. On construit ce qu'on a sous la main. Et donc chez Brick Technique Concept, on fabrique des briques de terre crue compressées, comme celles que j'ai devant moi. On fabrique aussi des éléments préfabriqués qui vont nous permettre de faire les murs de demain, avec tous les impacts environnementaux aujourd'hui qui sont présents, l'arrivée de la réglementation environnementale 2020, la réduction des déblais d'ici 2030 dans le terrassement, dans le BTP de manière générale.
Et aujourd'hui, ce matériau, c'est, comme le disait mon collègue, c'est un matériau qui ne vient pas perturber le reste de l'écosystème. La terre aujourd'hui est un déchet. On utilise des terres qui ne sont pas des terres agricoles. Et bien souvent, ces terres, elles sont tout simplement stockées dans les couronnes des métropoles, puis déplacées quand la métropole grandit. Et aujourd'hui, le principe, c'est vraiment d'avoir de l'économie circulaire, d'être capable de venir produire localement et transformer ce déchet en matériaux de demain. Et quand je dis en matériaux de demain, on a des impacts environnementaux qui sont très bas. Notre devise, c'est vraiment le bon matériau à la bonne place. Ça ne veut pas dire qu'on va révolutionner le bâtiment, mais on peut remplacer par de la terre crue une bonne partie de celui-ci, réduire l'impact environnemental et surtout offrir quelque part un refuge climatique dans les années à venir, parce que la terre crue est un matériau qui permet de supporter les épisodes caniculaires, d'amener de l'inertie et du confort. Et je tiens à préciser également que c'est un matériau qui n'a pas de perturbateurs endocriniens, donc extrêmement respectueux de la santé des usagers. Bon point, merci beaucoup Étienne. Et reconnexion à la terre qui mérite d'être aimée. Il y a aussi un sujet industriel, parce que oui, les Gaulois faisaient des maisons, et aujourd'hui, il y a quand même, vous êtes prêts pour une grande industrialisation. Quelques phrases sur cette partie industrialisation ? Alors effectivement, l'innovation chez Brick Technique Concept, elle réside vraiment sur la manière d'industrialiser le process. Très longtemps chez moi, le mot industriel était un gros mot. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était une nécessité d'industrialiser. On peut industrialiser de manière durable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir mis en place un process industriel, d'avancer sur la levée normative, on est dans le domaine du bâtiment, on ne fait pas n'importe quoi, il y a des vies qui circulent dans ces bâtiments-là. Donc on pousse vraiment le curseur pour que demain on puisse fournir des matériaux qu'on peut utiliser en construction, qui soient économiquement viables et qui soient avec une solution qu'on pourra répliquer sur le territoire. Merci Étienne. Et Merci. alors toi, Stéphane, chez Technocarbone, donc un matériau composite pierre-fibre, c'est ça qui est posé, haute performance. Alors, qu'est-ce que fait Technocarbone ? Et j'imagine qu'il y a aussi un sujet où on part de la conception, il y a vraiment un sujet de transformation de la construction. Exactement, Alexandre. En fait, ce qui est important, c'est que non seulement on s'insère dans la tendance actuelle de construction durable, mais nous participons à l'évolution des concepts, à savoir réduire les quantités de matière, augmenter la durée de vie des ouvrages. Et il y a un sujet qui est le passage du paradigme temporel de la construction, qui est calé actuellement sur 50 ans, et passer à 100, 120 ans, voire plus, parce que nous sommes dans un monde en expansion, il faut construire de plus en plus, et on ne peut pas avoir de développement durable si on est constamment obligé de reconstruire ce qu'on a déjà construit, alors qu'il faut étendre les villes pour produire plus de logements et d'infrastructures pour une population en croissance. Donc à l'échelle mondiale, les matériaux de construction ont besoin de participer à cette évolution du secteur de la construction qui est augmenter la durée de vie des ouvrages. Donc la pierre fibre de carbone permet cela, parce que c'est un matériau qui est 5 fois plus durable en termes de durée de vie, 3 fois plus léger. Nous divisons par 10 immédiatement les émissions de CO2. Dieu sait que c'est un secteur sur lequel il y a beaucoup d'impact, le béton par exemple. Oui, absolument. Donc les matériaux de construction, c'est 15% des émissions de CO2 globales. Les matériaux industriels, c'est 5% de plus. Et les autres matériaux, 3%. Donc effectivement, si on se concentre juste sur l'acier, le ciment et l'aluminium, il y a effectivement 1/5 de la solution globale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à la clé. Donc diviser par 10, c'est important parce qu'on n'a plus que 9 ans pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et évidemment, il faut prévoir à l'horizon 2040 d'atteindre la neutralité carbone. Et en 2050, il faut passer en émissions négatives. C'est ce qu'il y a dans un rapport du GIEC, je reviendrai. Et donc, en fait, c'est là-dessus que nous sommes partis. Cette solution, elle fonctionne puisqu'elle permet d'atteindre les performances de l'acier et du béton. Et c'est ce que nous sommes en train de démontrer au niveau technologique. Et maintenant, il nous reste effectivement à passer à l'industrialisation, à la preuve de marché et au déploiement de la solution. Il n'y a plus qu'à. Bravo en tout cas. Merci. Et alors, vous, Baptiste, chez Vertuo, on fait une petite aparté du coup. Une petite aparté, on vous a positionné sur cette table ronde matériaux parce que vous êtes quand même l'une des briques de la construction de la ville, même si ce n'est pas complètement un matériau. Explique-nous ce que fait Vertuo. Oui, merci, bonjour à tous. Donc, en effet, on est bien une brique de la ville. Alors, pourquoi ? Parce que nous, on va aussi faire de l'économie circulaire, puisque en gros, nous, on va répondre à un problème, c'est comment végétaliser la ville partout là où on n'a plus accès à de la pleine terre.
et de manière durable, c'est-à-dire en s'affranchissant le plus possible de la main de l'homme. Et pour ce faire, du coup, on va revaloriser les eaux pluviales, puisque les eaux pluviales aujourd'hui, c'est une vraie problématique dans les villes, puisqu'on ne sait plus, enfin, il y a de plus en plus d'inondations, les pluies évoluent avec le climat de manière plus intense, plus spontanée, et donc il faut réussir à redévelopper la perméabilité, la porosité dans la ville. Et donc on a créé un système qui permet donc de recréer la nappe phréatique dans la ville là où elle n'existe pas, pour collecter ces eaux pluviales, végétaliser durablement, donc du coup sans arrosage, y compris pendant les canicules, et donc recréer des îlots de fraîcheur, une végétation qui est quasiment sans entretien et qui est donc du coup agréable pour l'homme et pour la biodiversité, puisqu'on a fait tout un travail sur de la végétation 100% locale, donc qui existe spontanément dans le milieu sauvage et qu'on va réintégrer dans la ville. Et aussi de la résilience climatique. Et exactement, donc sur le sujet de la résilience climatique, l'enjeu aujourd'hui, enfin on sait en gros sur les différents sujets, on a premièrement le réchauffement qui fait que dès qu'on va être en ville, un milieu planté de manière naturelle va suivre des aléas beaucoup plus intenses que ce qu'on a vécu il y a 30 ou 50 ans. L'enjeu de l'eau aussi, hein, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les écarts font qu'on a des périodes caniculaires qui vont être plus longues et puis des périodes orageuses qui vont être plus intenses. Et donc, du coup, pour la nature, c'est aussi difficile à s'adapter à ces différents épisodes, surtout en ville où la proportion d'imperméable est plus importante que le perméable. Et donc, du coup, nous, on réussit à stabiliser le plus possible en fait, ces écarts. Pourquoi ? Parce qu'on va maintenir une hygrométrie constante toute l'année, avec une poche d'eau qui va se gorger d'eau quand il y a une forte pluie et qui va progressivement retranscrire cette eau aux plantes selon elles en ont besoin. Et voilà, donc c'est tous ces enjeux-là qui... Et il y a aussi, pour les humains, dans les villes, la problématique de l'îlot de chaleur que ton système vient... Et voilà, donc j'en parlais rapidement tout à l'heure. Donc l'idée, en fait, c'est que comme on crée le milieu le plus favorable possible pour les plantes, si vous voulez, les plantes vivent avec une nappe phréatique qui est gorgée d'eau donc toute l'année. Et donc, du coup, y compris pendant les périodes de canicule, où pendant 30, 40, 45 jours, elles vont plus avoir aucune goutte de pluie qui tombe naturellement, les plantes vont accéder à une poche d'eau qui va être tout le temps disponible et qui vont donc pouvoir tout le temps évapotranspirer. Donc l'évapotranspiration, c'est la capacité d'une plante à capter l'eau par ses racines et à la transpirer par les feuilles pour que ça se retranscrive en confort humain. Voilà. Il fait toujours meilleur quand vous êtes sous un arbre ou quand c'est vert que quand c'est minéral seulement. Dans une ville, on a très chaud quand c'est minéralisé. Et d'ailleurs, on arrive en termes de chiffres, en fait, on a fait des mesures à rafraîchir de 7 à 20 degrés des îlots qu'on crée avec nos espaces, contrairement à une ville qui est minérale. Alors, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, mais nous, c'est spécifiquement sur les aménagements concrets. Donc, on sait que le végétal a un impact, et le végétal plus eau, ça a un double impact. Merci beaucoup, Baptiste. Et il y a un truc intéressant sur la ville durable, la ville du futur. Rappelez-vous la science-fiction quand on était jeune. La science-fiction quand on était jeune, des choses comme Star Trek, même Valérian, moi je suis fan de Valérian. La Terre, c'est jamais très très vert, hein. C'est toujours une Terre un peu ravagée. Vous avez beaucoup ça emprunt dans la science-fiction du passé. Par contre, si vous demandez à des créatifs de bosser sur la ville durable ou sur la ville du futur, ou même vous, si je vous dis ville durable, vous la voyez systématiquement avec du vert. Alors qu'est-ce qui a cloché là? Qu'est-ce qui a cloché? Et je trouve ça très intéressant, les illustrations de vos innovations et l'illustration de Vertuo, parce que on va vers cette ville durable dont on rêve, et elle est plus verte que dans l'espace, en tout cas. Voilà, ou de l'espace. Et alors, il y a un truc super intéressant, moi, que j'aime bien illustrer sur ces tables rondes avec des startups, c'est que se lancer dans ces paris-là, c'est des transformations d'industrie, il va falloir, ça peut aller très très loin. D'ailleurs, ces industries ont besoin de se transformer et l'univers est en train de vous attirer vers ces choses-là. C'est prêt, quoi, il faut y aller. C'est quand même un pari fou. Il faut de la folie un peu. Et puis, il y a des fois des moments clés qui font que, hop, ça marche et puis ça fonctionne. Alors, Étienne, justement, comment on en vient à se dire je vais faire des briques en terre crue? C'est arrivé comment? Tu t'es réveillé un matin, tu as regardé dans ton jardin et tu t'es dit tiens, allez hop. Un petit peu par hasard, hein. J'ai quitté l'aéronautique et j'ai découvert, en faisant une formation chez des voisins, qu'on pouvait passer d'un tas de terre à un matériau qui se tient. Et c'est vrai que c'était un petit peu fou. Ça rejoint un petit peu l'image que les gens de la terre crue, en général, c'est juste bon pour planter. C'est pas vrai. La terre, on peut planter dedans, mais il y a aussi les terres qu'on utilise aujourd'hui avec lesquelles on peut construire. Donc effectivement, c'est un pari fou parce que ça revient à se dire on démarre, on part de zéro. C'est un parcours souvent solitaire. Personne n'y croit, même ceux qui nous disent c'est super ce que tu fais, ils ne s'en sont jamais vraiment convaincus. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des phases de développement, il y a des temps forts.
Nous, cette année, on vit, on va dire, notre levée normative. On a vécu aussi notre fin de levée de fonds, on va dire, investisseurs, hein. Ça a été des moments de grand flottement où on peut tout perdre parce que le timing n'est pas bon. Il y a un mois de plus, la trésorerie n'était pas forcément là. Mais c'est voilà, faut s'accrocher. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt sur notre, on va dire, notre fin de parcours de levée de fonds avec encore une intervention possible auprès de l'ITA. Et puis il y a un accompagnement de BPI qui arrive. Donc, voilà, super. pari fou, et en tout mais cas, ils ont bien on fait de vous s'accroche. sélectionner parce que c'est vraiment passionnant. Il y a un truc que j'aime beaucoup dire sur les startups à impact, c'est qu'avant de faire des levées de fonds ou des levées normatives, il faut de la levée de sens. La levée de sens. Et du coup, on constate aussi qu'il faut souvent un entrepreneur avec de la recherche scientifique ou des prototypes. Alors ça, c'est intéressant aussi pour les grandes entreprises qui cherchent à innover ou même les directeurs RSE qui voudraient que l'entreprise innove plus pour le développement durable. C'est que ces innovations concrètes, elles sont souvent aussi le boulot des intrapreneurs, hein. Il y a aussi des gens dans l'entreprise qui peuvent se mettre à mener des projets. Donc les programmes d'intrapreneuriat à impact sont très intéressants. Mais bon, il faut souvent un entrepreneur, une recherche scientifique pour la transformer en innovation concrète et qu'elle fasse partie de nos vies, tout simplement. Et alors, pour compléter les méthodes scientifiques, une bonne manière, c'est justement le prototypage. Et toi, Baptiste, c'est exactement comme ça que ça a marché chez Vertuo. Oui, exactement. Enfin, c'est vrai que c'est une étape qui est très importante, je pense, pour contribuer au changement. C'est y aller aussi par pointillés, parce qu'on sait qu'on est sur quand même des industries où c'est très normé. Où il y a besoin d'avoir des avis techniques pour passer des caps, pour adresser des nouveaux marchés. Donc nous, on a voulu y aller progressivement en créant un premier prototype il y a 5 ans qu'on a installé sur l'espace public. On ne savait pas si ça allait fonctionner, quels étaient les impacts qu'on allait avoir sur tous les sujets d'usage qu'on a dit tout à l'heure, donc c'est-à-dire la performance en eau, l'évapotranspiration, donc le rafraîchissement. Donc, prototypage, découverte. Hein, exactement. On fait des découvertes, on comprend. Et voilà, il faut avancer On résout les problèmes au passage. Exactement. On ne sait pas de quelle manière, à quelle vitesse. Et voilà, nous, on a installé un premier prototype il y a 5 ans à Aubervilliers, donc une place sur laquelle on a installé nos premiers modules. On a appris beaucoup avec ça. On avait installé une vingtaine de capteurs. Et ça nous a permis de voir la performance dans la gestion de l'eau, dans le rafraîchissement urbain, la sélection de plantes. On a travaillé sur la terre, on a travaillé sur la remontée capillaire, donc enfin voilà, l'aspect nappe, etc. Et c'est comme ça qu'on a le plus accéléré, hein, vraiment. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est un des problèmes d'ailleurs dans l'innovation impact. On attend toujours la perfection. Au départ, on fait le prototype, on fait le première version. Les milles, par exemple, elles attendent que ce soit parfait. Non, mais vous ne remplissez pas tel critère, on n'explore pas. Alors qu'en fait, c'est par l'exploration qu'on va atteindre un degré de perfection supplémentaire, parce que l'innovation, ça marche toujours par itération, par grands pas successifs. Et alors, du coup, on était dans le végétal, petite transition végétale. Qui quelque part, ce que vous faites, c'est aussi de la reconnexion au vivant. Il y a aussi l'aspect des humains. Et puisqu'on parle du végétal et de la reconnexion au vivant, pourquoi pas carrément le porter, ce végétal, avoir une matière qui est issue des végétaux. Et vous, Cyr, plein de paris fous et plein de belles rencontres aussi sur Greenfib, alors. Il y a un des principes du vivant, c'est optimiser versus maximiser. Donc quand on expérimente, on est dans une dynamique d'optimisation. Ça me paraît important de se reconnecter à la nature à ce niveau-là. Tu as parlé de folie. Moi, il y a une petite phrase qu'on m'avait dit un jour, c'est « on ne sait jamais jusqu'où une idée t'emmènera ». Donc voilà, c'est comme ça. On raisonne tous les jours. Quand on fait une erreur de raisonnement, on raisonne le lendemain de la même façon. Par contre, quand on fait une erreur d'intuition, on n'ose pas forcément refaire confiance à son intuition. Donc je pense que c'est important de faire confiance à ce qu'on sent. Plus on se connaît, plus c'est facile peut-être. Mais du coup, moi, c'est un peu ça qui m'anime. C'est ce qui m'a animé pour un truc un peu XXL qui s'appelait The Bridge 2017, où on était une toute petite équipe et on a affrété le coup de Mairie 2. On l'a fait Saint-Nazaire, New York, pour une commémoration du centenaire du débarquement américain. Et à bord, on avait un séminaire sur l'entreprise dans le monde de demain avec des 75 experts, etc. Ça, c'était un truc de fou. Et une fois qu'on a vécu un truc de fou, le mot impossible, il ne veut plus dire grand-chose, en fait. Sauf à le séparer et écrire impossible, voire des possibles. Et Greenfib, c'est un peu pareil. En fait, je pense que dans ces projets-là, ce que je vais aller chercher, c'est les éventuelles incohérences. Quand j'en vois pas, quand je vois de la cohérence, à ce moment-là, ça devient possible. Et il y a un exemple à Paris qui me motive bien, c'est les Vélib. Quand on regarde le cahier des charges des Vélib, c'était 5000 vélos à Paris. Et JC Decaux a dit, moi je prends si on en met 50 000, parce qu'avec 5 000, ça ne va rien changer.
Avec 50 000, vous avez changé la manière de se déplacer à Paris. Donc ils ont démultiplié au sens propre du terme. Et je pense qu'on a beaucoup de freins, beaucoup d'a priori qui nous empêchent ça. Et donc l'idée avec Greenfield, c'est qu'on aide nos prospects, nos clients, pas qu'ils passent de 2 mètres à 2 mètres 20 en saut en hauteur avec Greenfield, mais qu'on les aide à inventer leur perche écologique pour qu'ils passent de 2 mètres à 5 mètres avec un modèle économique qui est viable, évidemment. Et de la folie transformative presque, ce que tu nous décris là. Parce que Ouais, et puis les fous, il y a 15 ans, ceux qui parlent de réchauffement climatique, ils étaient pris pour des fous. Alors, moi, je préfère être un fou d'aujourd'hui, un sérieux de demain, qu'un sérieux d'aujourd'hui et un fou de demain. Merci Cyr pour cette superbe phrase. J'adore tes phrases, toujours. Et justement, juste petit aparté, la vision vient de la lunette, puisque tu as la lunette sur le nez, ton cofondateur. Si vous voulez changer de regard, c'est mieux avec des lunettes en green film. C'est plus facile, peut-être, sûrement. Mais ton associé, il était Lui, opticien. il est opticien, exactement. En fait, cette matière-là, elle a été conçue par des gens qui sont ni chimistes, enfin qui sont pas chimistes, puisque lui, qui est opticien. Moi, je suis plutôt dans l'accompagnement de dirigeants et de managers avec de l'art. Et donc, c'est d'où notre démarche décalée. En fait, on n'est pas fou. Il n'y a aucun fou ici, ni dans la salle. Il y a des gens courageux. Il y a juste des gens décalés, peut-être, et qui portent un regard différent et qui apportent du coup des solutions nouvelles. Et en tout cas, j'aime beaucoup cette histoire où c'est parti de la vision avec les lunettes. Parce que c'était le rêve de Luc sur changer cette matière plastique que lui, il voyait tous les jours. Et puis, il vous êtes trouvé. Et puis, l'entrepreneuriat a fait que tu l'as pas trouvé fou du tout. Vous êtes mis à faire une entreprise. Et Alors, quand vous êtes en vélo, je finis là-dessus, mais sur le regard, quand vous êtes en super vélo, intéressant. si vous regardez le nid de poule, vous roulez dans le nid de poule. Si vous regardez à côté, vous passez à côté. Donc, en fait, ce que je regarde se développe. Donc, si on regarde dans le bon sens, dans le sens constructif, dans le sens respectueux, dans le sens challengeant, c'est ça qui se développe. Donc, les lunettes, c'est une belle symbolique pour ça, mais si on change de regard, eh ben, les choses vont changer beaucoup, beaucoup plus vite. L'enjeu, il est là, je pense. Merci, Cyr. Et Stéphane, puisqu'on a changé de regard, on va aussi regarder ce qui s'est passé du côté de l'histoire de Technocarbone, parce que c'est quand même assez fou se dire remplacer le béton, remplacer l'acier. Et enfin voilà, quel est le degré de folie derrière là? Alors oui, en fait, ça commence par l'histoire qu'a raconté Cyr, qui est qu'en fait, il y a 15 ans, je faisais partie de ces fous qui pensaient que le changement climatique allait devenir quelque chose d'important. Je ne pensais pas que ça allait devenir aussi important, et j'espère que c'est pas parce que j'ai regardé vers le changement climatique que ça s'est produit. Bon, alors, donc, on se fait un petit peu peur avec le changement climatique, et évidemment, tout de suite, on se dit, oui, mais il faut susciter de l'espoir. Donc, notre espoir, c'est d'arriver à réduire rapidement nos émissions de gaz à effet de serre et de réparer les dommages qu'on a faits. Et on a une deadline qui est 2050. Il faut faire ça avant 2050, parce que sinon, après, ça devient incontrôlable. Donc, pour faire ça, dans le rapport du GIEC de 2018, comment limiter le changement climatique et le réchauffement global à 1,5 degré, au chapitre 4, on dit il faut créer des puits massifs de carbone, un dans l'agroforesterie durable et un dans les matériaux carbonégatifs. Et c'est là qu'a germé l'idée, ah oui, alors qu'est-ce qu'on a comme matériaux carbonégatifs en 2017 ? Eh bien, il n'y en a pas. Donc, qui peut passer à l'échelle. Et donc, je me suis mis à chercher et heureusement, la technologie existait, mais il fallait réinventer le processus de fabrication. C'était de la recherche scientifique, encore une fois, il faut qu'un entrepreneur s'empare de la recherche scientifique, quoi. Oui, alors la démarche, elle est scientifique. Quand on étudie le changement climatique et qu'on essaye de prouver à des gens qui n'y croient pas que ça existe. Sur la R&D, je parle. Ça commence là-dessus. Et sur la R&D, c'est pareil. Lorsqu'on développe un matériau et qu'on se dit, bon, mais comment est-ce que je fais pour que quand il passe à l'échelle de plusieurs milliards de tonnes, ça reste bas carbone, voire ça passe carbonégatif, on met quelques jours à trouver la solution. Un petit peu de sueur. Voilà. Donc, mais au bout de quelques mois, on a entrevu vraiment tout ce qu'il fallait empiler comme technologie. Heureusement, les technologies sont disponibles. Donc, le premier message d'espoir, c'est les technologies sont disponibles. Et ensuite, on est capable d'industrialiser assez rapidement. Donc, on a fait des prototypes. Et c'est comme ça qu'on arrive à une solution qui permet de pouvoir passer à l'échelle de plusieurs milliards de tonnes par an et donc d'envisager de pouvoir capturer des milliards de tonnes de CO2 par an en intégrant des technologies à émissions négatives, donc clairement des matériaux faits à partir de plantes qui ont capturé le CO2 de l'air et que l'on a transformé ensuite en fibre de carbone ou en d'autres types de fibres, qu'on incorpore dans la pierre fibre de carbone. Et comme on a aussi travaillé sur la production de la pierre pour qu'elle devienne bas carbone, on retrouve quelque chose à la fin qui est carbonégatif. Super. Merci beaucoup Stéphane. J'espère que vous avez trouvé cette première table ronde inspirante.
sur les matériaux. Vous avez pu voir qu'on a ici le top du top des startups à impact qui était sélectionné par BPI France sur le salon ProDurable. Il y aura la vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager. Je pense que ça vaut vraiment le coup de propager ces vidéos. Si vous connaissez en plus des gens dans la construction là, ou dans des gens qui font usage de plastique, il n'y a pas photo. C'est vraiment intéressant. Je vous remercie tous les quatre. Je vous invite à les applaudir et aussi à leur rendre visite, évidemment.